Votre invité dans la grande interview sur Boursorama, c'est Jean-Marc Chéry, le PDG de ST Microelectronics, leader européen des semi-conducteurs. Bonjour Jean-Marc Chéry. Bonjour Monsieur Jacot. Vous allez bien? Oui, oui, ça va, merci. Bon, il y a de quoi être heureux, parce que les résultats sont très bons, ils sont au-delà des attentes. Résultats pour le compte du troisième trimestre, publié ce matin, bénéfice qui a plus que doublé, 1,1 milliard de dollars, il faut être précis. C'est mieux que prévu, notamment aussi sur la marge. Comment on apprécie ça? Parce qu'il y a la bourse, pour le coup, la réaction de la bourse m'a surpris. Moins 8, et là on se dit vous faites mieux, vous faites 1 milliard de dollars, et la bourse vous sanctionne avec une baisse de 8%. Comment vous appréciez ça? Ça vous irrite? Vous ne regardez pas le cours de bourse heure par heure? Comment vous appréciez ça? Non, mais bon, d'abord, vous savez très bien qu'on ne commande pas donc le cours de bourse. Et bien entendu, on va essayer de comprendre une fois que la journée sera passée s'il y a des éléments qui pourraient être propres à ST ou c'est des éléments plutôt globaux. Ça serait le chiffre Euh, d'affaires du quatrième trimestre, la prévision qui aurait un petit peu surpris ou déçu les investisseurs. C'est ce qui se dit, hein. Si vous voulez, le chiffre d'affaires du quatrième trimestre, il est simplement cohérent avec celui qu'on a réalisé au troisième et avec la visibilité qu'on avait donnée au mois de juillet, hein. Au mois de juillet, on avait donné, je pense, une visibilité à 4,24 ou 4,25 et puis 4,45 et on atterrissait à peu près à 16,05. Bon, on a fait un peu plus au troisième parce qu'on a un peu mieux performé sur les microcontrôleurs, sur les 35%, il faut capteurs le dire, pardon, il d'image. faut donner le chiffre, 35% de Oui, croissance 35% de croissance. au troisième trimestre Mais et oui, oui. 26% attendu au quatrième. Non, écoutez, on délivre 16,1, qui est exactement ce qu'on avait dit au mois de juillet. Donc maintenant, effectivement, on va attendre que la journée se passe, que les marchés américains ouvrent, que toutes les annonces aient été faites. Et bien sûr, les équipes qu'on appelle Investor Relations sont en relation avec les analystes et vont essayer de comprendre s'il y avait quelque chose de spécifique. Bon, à cet instant, je ne crois pas. Je pense que c'est plutôt, je dirais, la volatilité globale du marché aujourd'hui. Effectivement, bon voilà, on fait 16,1, donc la performance de la compagnie est solide. Une année de croissance à 26%, ça fait quand même 2 années de suite qu'on croit à Ouais. 26%. J'ai Je expliqué sens qu'on chez vous une était... part d'incompréhension quand même et de surprise, non? Non, il n'y a pas d'incompréhension. Dans la Si vous réaction voulez, des marchés, dans la réaction des marchés. non, mais j'aurais fait un calcul très simple. L'EBITDA projeté, grosso modo, si on regarde la valorisation de la société telle qu'elle est à cet instant, par rapport à l'EBITDA projeté à la fin d'un T4, c'est 5 fois. Si vous voulez, c'est absolument pas des ratios normales pour une industrie high-tech qui croît à 2 digits par an en moyenne et qui adresse des marchés en pleine croissance. Voilà, donc il y a quelque chose d'anormal qui se passe en ce moment au niveau des marchés. Il y a beaucoup de volatilité. Bon, voilà, c'est tout. C'est un fait à prendre en compte, mais c'est pas ça qui pilote effectivement la stratégie de la société et notre détermination à améliorer les performances et la valeur fondamentale de la société trimestre après trimestre. Avec encore une fois ce chiffre d'affaires, pardon, ces résultats, ce profit de 1,1 milliard de dollars, on se dit que c'est le new normal maintenant chez ST Micro, cette capacité à sortir plus d'1 milliard de profit par trimestre? Oui, oui, c'est une nécessité qui est cohérente avec notre stratégie de croissance organique et notre modèle opérationnel intégré. Si vous voulez croître en moyenne de 10% par an, vous devez investir entre 15 et 20% de vos ventes en termes de capital. Et donc, pour pouvoir supporter ces investissements, vous devez générer ce type de performance économique et puis ensuite rétribuer correctement toutes les parties prenantes de la société. Il y a cette contradiction apparente entre un ralentissement dont on nous rebat les oreilles partout, ça ralentit partout dans le monde, et vous qui affichez encore une fois 35% de croissance au troisième trimestre, 26% tendu au quatrième. Comment on explique cette contradiction, cette décorrélation? C'est vrai que nous ne contribuons pas à l'apport de mauvaises nouvelles. Donc ça, on en est complètement désolé. Encore une fois, pourquoi? Parce qu'on est vraiment positionné sur des applications en croissance hein, qu'on a anticipées depuis quelques années. Je veux dire, s'il va se produire 7 millions de véhicules électriques sur batterie cette année et 10 millions l'année prochaine, si on a le portefeuille produit et les technologies qui sont parfaitement adéquates à ces applications. Bon, c'est qu'on l'a voulu de façon stratégique et c'est ce qu'on voit continuer.
Il y a plus de semi-conducteurs, pardon, je coupe, il y a plus de semi-conducteurs dans la voiture électrique que dans la voiture à moteur essence, il faut le dire, ça. Oui, il y en a 4 ou 5 fois plus, oui, en valeur. Donc ça, si vous voulez, c'est un fait. Ensuite, on s'est vraiment positionné sur, je dirais, l'industriel lourd, hein, c'est-à-dire l'automation, la robotique, les infrastructures de transport de l'énergie, les infrastructures industrielles. Et qui plus est, en 2022, on a alloué nos capacités, puisque vous savez qu'on était en situation de pénurie, Oui. de façon cohérente avec cette stratégie. Donc l'intimité qu'on a avec nos clients, ils ont vu qu'en phase de pénurie, on était complètement cohérent avec notre stratégie. Donc ça renforce encore, je dirais, les perspectives de croissance qu'on a avec tous ces marchés. Avec une demande qui vous est adressée de la part, encore une fois, du secteur automobile et du secteur industriel. Parce que c'est vrai que je lisais un article du Monde, alors on n'est pas obligé d'être d'accord, mais il expliquait en gros, en citant notamment le cabinet Gartner, qu'il y aurait une baisse du chiffre d'affaires pour l'ensemble du secteur des semi-conducteurs de 2,5% pour 2023. Mais ça concerne l'ensemble du marché mondial de l'électronique que vous n'adressez pas dans sa globalité, mais vous êtes sur les secteurs, on a dit industriels et secteur auto, qui eux, dont la demande est là et ne faiblit pas. Alors, il faut bien comprendre, encore une fois, que le marché des semi-conducteurs, 80%, c'est ce qu'on appelle l'électronique standalone, c'est-à-dire PC, serveur, tablette, smartphone. Et là, il y a un retournement pour le coup. Voilà, et là, il y a un vrai retournement. Bon, alors, il y a des acteurs qui se comportent plus ou moins bien, hein, notamment bon, Apple se comporte bien, les fabricants chinois de smartphones moins bien. Mais là, c'est vrai qu'il y a un vrai retournement et il y a un vrai ralentissement. Et c'est 80% du marché. Bon, nous, on n'est pas positionné majoritairement là-dessus. Voilà. On est positionné sur quoi? Sur l'automobile et le secteur industriel, qui lui est en complète transformation et révolution de façon séculaire. Bon, on est désolé d'avoir fait ce choix et de ne pas apporter de mauvaises nouvelles et d'apporter que des bonnes nouvelles sur la société. Donc Bon, pas le de marché, ralentissement visiblement, vu. ne veut pas l'entendre. Donc pas de ralentissement vu pour 2023 chez ST Micro, même si, parce que vous allez conserver des rythmes de croissance au-delà d'1%. Non, non, on va positionner la société sur une stratégie de croissance complètement alignée avec notre objectif de plus de 20 milliards. Donc, à partir 2025, de c'est ça, hein. 2025. Oui, c'est ça, oui. Vous le confirmez ça, 20 milliards de chiffre Oui, d'affaires. oui, je confirme cet objectif, oui. Qu'est-ce qui a changé, pardon Jean-Marc Chéry, on s'est parlé, je crois que c'était fin avril, j'ai plus la date en tête, Oui. hein. Qu'est-ce qui a changé quand même depuis qu'on s'est parlé? Ou rien n'a Ah, changé? non, non, ce qui a changé, c'est il y a deux, trois éléments importants. Bon, d'abord, un, il y a la continuité du conflit ukrainien et russe, dont effectivement qui a continué à mettre des tensions, vous le savez très bien, hein, sur le marché de l'énergie et donc à alimenter donc l'inflation. Donc, il y a aussi par effet domino créé donc des pénuries ici et là. Donc ça, c'est un sujet, je dirais, macroéconomique inflationniste, définitivement. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui a changé, c'est les tensions commerciales entre la Chine et les États-Unis qui s'accélèrent, hein, qui se renforcent. Ah, donc récemment, il y a des nouvelles règles qui ont été Oui. mises en place. Bon, j'avoue que pour rester, il n'y compliquer a pas encore plus la d'impact. fabrication et l'achat Oui. par la Chine de puces. Et on se dit, quelles conséquences réglementaires ça peut avoir justement sur vous, ça? Alors, aucune en termes de chiffre d'affaires et de perspective de chiffre d'affaires. Bon, par contre, effectivement, il y a clairement une demande de la part de clients américains de se dégager de la Chine et de Taïwan. Et effectivement, l'empreinte industrielle de ST, qui est fortement européenne, donc pour ses usines de fabrication de puces, et qui a quelques-unes de ces usines d'assemblage et de test de ces composants qui sont en dehors de ces deux pays, nous donne effectivement un avantage compétitif de ce côté-là. Bon, de l'autre côté, on ne veut pas non plus, je dirais, être confronté à des choix guerriers, hein, un camp ou un autre camp, hein. On essaye de simplement appliquer la stratégie de la société en respectant les règles mondiales commerciales et juridiques. Avec la Chine, effectivement, la Chine et l'Asie nous perçoivent comme un fournisseur de solutions, de produits et de technologies pour les aider à faire leur électrification, leur digitalisation. Les fabricants automobiles chinois sont en forte croissance, hein. Vous avez déjà vu au dernier salon de Paris, leur présence était extrêmement importante. Ouais. Et effectivement, avec ces clients, on a des opportunités immenses de coopération et de chiffre d'affaires. Jean-Marc Chéry, sur les pénuries de composants, l'inflation des intrants, des coûts de production des matières premières, combien ça vous coûte et comment vous les passez dans vos prix?
Hier, j'avais le patron de Nexans qui m'a dit je passe tout dans mes prix. Vous savez, Nexans, c'est le constructeur fabricant de câbles, notamment pour les sous-marins et pas seulement pour les éoliennes en mer. Il me disait mais nous, on passe ça dans nos prix et les clients ne bronchent pas et s'ils bronchent, on ne les sert pas. Je me suis dit waouh, quel luxe. Non, alors, pour nous, c'est un petit peu plus compliqué parce que, en fait, le prix correct, c'est le prix qui permet d'autofinancer les capacités industrielles que l'on doit mettre à disposition aujourd'hui de nos clients et dans le futur, et de financer la recherche et développement technologique qui permet effectivement de rendre possible les innovations de nos clients, notamment dans le domaine de la mobilité et dans le domaine de l'énergie. Donc c'est ça notre positionnement. C'est voilà, le prix correct, c'est celui qui permet à ST de continuer à offrir une indépendance stratégique à nos clients, d'investir et de faire de la recherche et développement. Bon, ça ne me dit Bon, pas combien voilà. vous passez. Vous passez la moitié de la hausse du coût de vos Non, intrants ben, si vous voulez, d'ailleurs, on passe pas tout. Faut quand même pas oublier qu'on est des industriels, donc on a quand même des obligations et des devoirs d'amélioration de la productivité. Et donc, les gains de productivité, on en fait profiter aussi nos clients. Donc, effectivement, on offset une partie de l'inflation des entrants par nos gains de productivité. Et puis après, c'est plutôt une question de valeur. C'est effectivement quelle valeur reconnaissent nos clients à nos produits par rapport à leur application. Et je crois que, effectivement, le changement majeur, indépendamment de la situation court terme, c'est l'industrie automobile. L'industrie automobile, la majeure mutation de l'industrie automobile est d'avoir reconnu que les composants électroniques semi-conducteurs n'étaient pas une commodité disponible sur des étagères qu'on devait payer à coups de lance-pierre, mais étaient C'est une ce qu'on revanche appelle pour des vous, non? quilles. Quelque Voilà. part, non? Alors non, moi, écoutez, il n'y a jamais d'esprit de revanche vis-à-vis d'un client. Il y a un esprit de coopération et de construire un futur brillant ensemble. Mais de la Ouais. revanche, non, c'est pas ce qui nous anime. Non, plus sérieusement, sur les constructeurs auto, ils ont dû freiner, on le sait, ils ont dû carrément stopper parfois des lignes de production de voitures dans leurs usines parce que, évidemment, étant Et privés oui. de semi-conducteurs, on en est où là, indépendamment des voitures électriques au global? Parce que le choix des constructeurs, c'était de vendre les produits les mieux margés, on peut les comprendre aussi, hein, donc, et c'est ce que fait qu'on a vu que Stellantis ou d'autres affichaient des marges records avec des ventes qui étaient en baisse. Non, mais bon, c'est la même chose, hein. Vous avez vu ce qu'ils ont à financer, hein. Ils ont une transformation majeure à financer dans la recherche et développement, des usines en mutation. Donc après, c'est tout à fait normal qu'ils essayent d'autofinancer ces mutations-là. Donc oui, après, ils ont géré leur mix produit, ils ont géré leur business en toute indépendance. Et ça, c'est leur devoir. Après, non, les composants, bon, clairement aujourd'hui, sur les fameux composants microprocesseurs mémoire, bon, il n'y a plus de shortage, hein, donc, puisque le marché s'est retourné sur la téléphonie et sur les PC. Par contre, sur les composants du type composants de puissance, analogique, capteurs, voire les microcontrôleurs temps réel, donc là, la situation est encore tendue, je vous le confirme. Elle devrait s'améliorer, je pense, à partir de la deuxième partie de l'année 2023. Jean-Marc Chéry, un petit mot parce que, sur l'histoire des marges et de l'inflation des prix des entrants, parce que c'est contre-intuitif de se dire que, alors qu'il y a de l'inflation, même si vous passez une partie chez vos clients, votre marge a augmenté. Le taux de marge brut était de 42% l'an dernier, vous êtes passé à 47,6% sur ce trimestre. C'est possible d'être durablement au-delà de 47%. Je sais que vous ambitionnez d'avoir 50% de taux de marge d'ici 2027. Ça reste vraiment un objectif qui est atteignable? Non, mais oui, parce que, bon, Parce que la clairement, c'est vrai que configuration, c'est. encore une fois, au niveau des coûts a changé Non, aussi, mais hein. l'augmentation de la marge, elle est, je dirais, motivée par effectivement les prix, c'est clair. Ensuite, les mix produits. Bon, donc une société qui investit 15% de R&D par an, bah, c'est quand même normal qu'on améliore notre mix produit, c'est-à-dire qu'on introduit des nouveaux produits qui vont bénéficier au prix moyen de vente de la compagnie. Sinon, il faut que je me pose des questions sur l'efficacité de ma R&D. Ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point, il y a les effets volume qui permettent effectivement à nos usines de s'améliorer et effectivement qui sont offsetés par l'inflation des entrants. Bon, par exemple, l'énergie, oui, en 2 ans, on sera C'est quoi? passé d'une Ben, facture de justement, 200 à 500 millions de dollars d'énergie par an. quand même, fois 2,5, hein. Oui, oui. Bon, un Donc, petit mot sinon, rapidement sur la parité euro-dollar. Je me dis que c'est tout bon pour vous, 90% de vos revenus sont en dollars, vos coûts sont majoritairement en euros. C'est une aubaine pour vous, non?
Mais c'était pas Écoutez, oui, reproductible, hein. on sait que le taux de change, je dirais, facilite. Bon, après, on est aussi une entreprise qui vit avec l'Europe, le monde. C'est pas non plus très bon d'avoir un euro qui soit trop faible parce qu'il va importer de l'inflation. Donc, encore une fois, nous, on a toujours dit qu'avoir un euro qui soit aux alentours de 1,15, mais surtout qui soit stable, c'était ça qui nous importait. Après, bah, il est à 1. On veut surtout pas qu'il revienne à un 25 ou un 30, mais ce qui est important, c'est que la parité de l'euro soit dans les eaux de 1,15 Ça et vous apporte surtout combien stable. en plus, cette parité de change, cette parité entre l'euro et le dollar? Écoutez, j'ai plus le chiffre Au doigt exact mouillé. d'impact de variation d'un pourcentage en plus ou en moins sur la marge. Maintenant, je pense que le troisième trimestre, sur la marge brute, ça devait être 30 points de base d'amélioration à cause de l'euro. Bon, on va finir là-dessus juste pour les actionnaires, les investisseurs qui nous regardent sur Boursorama, qui ont été habitués depuis 10 ans à avoir 600% de hausse en moyenne sur le cours. Il y a ces 20% de baisse depuis le début de l'année. Qu'est-ce que vous dites? Vous dites que c'est injustifié sans commenter le cours de bourse, je connais la réponse, mais au regard des fondamentaux, est-ce que vous en sortez mieux que vos concurrents? Qu'est-ce qu'on leur dit à ceux qui nous regardent, celles et ceux qui nous regardent? Bah, si vous voulez, ceux qui nous regardent et ceux qu'on va visiter là maintenant, hein, à partir de demain, c'est montrer effectivement ce qui fait la valeur fondamentale de la société, hein. Donc c'est sa capacité à générer effectivement du cash flow. Ça, c'est le point numéro un. Et puis ses perspectives de croissance. Et ça, de façon cohérente avec notre proposition de valeur, hein, puisque on a expliqué à nos investisseurs que notre proposition de valeur était la croissance continue de la valeur fondamentale de la compagnie, basée sur une croissance organique et basée sur un modèle opérationnel intégré. Et donc, avec un certain modèle économique. Donc, on va montrer et on dit à nos investisseurs, je le répète, qu'aujourd'hui, on est sur cette trajectoire et que année après année, trimestre après trimestre, la société améliore ses performances fondamentales. Bon, maintenant, on a à faire face à un marché qui est extrêmement volatile pour des raisons macroéconomiques et géopolitiques que on peut comprendre, hein. Quand vous avez une guerre aux portes de l'Europe, un découplage des deux grandes économies, USA, Amérique, plus effectivement des gens qui s'excitent autour et qui utilisent des vocabulaires soit guerriers, soit Ouais. alarmistes, bah, vous comprenez que les marchés financiers soient volatiles. Bon, voilà, nous, on commande pas ça. Et par contre, on commande les résultats fondamentaux de la société et surtout sa capacité à les améliorer. Et c'est ce que je vais faire pendant 3-4 jours, cette semaine et la semaine prochaine. Allez, merci pour cet entretien exclusif. Jean-Marc Chéry, le PDG d'ST Micro, invité à la grande interview sur Boursorama. Merci beaucoup. À bientôt. Merci, bonne journée, Bye. au revoir.